Alors, donc, bienvenue à tous donc, pour ce nouveau webinaire donc, sur lequel on va faire un focus sur le groupement de l'équipe d'ingénierie. Effectivement, il y a certains marchés où vous êtes obligés de vous allier avec d'autres corps de métier ou d'autres personnes du même métier que vous pour aller pour répondre au marché et pour répondre surtout à la totalité des besoins du maître d'ouvrage. L'avantage, enfin, comment dire, le groupement, finalement, c'est aussi savoir s'allier pour être plus fort. Alors, c'est vrai que des fois, c'est difficile, mais on a quand même beaucoup de choses à gagner. Alors, il y a deux types d'alliances possibles. Il y a, par exemple, si vous, alors, bon, vous répondez seul, ça, c'est quand vous êtes en mesure d'avoir toutes les capacités techniques, financières, professionnelles, etc., pour répondre tout seul. Et vous pouvez répondre soit en groupement donc d'équipe d'ingénierie donc qui va permettre de mutualiser les capacités financières, techniques et professionnelles de chacun. Et dans ce cas-là, tout le monde est co-contractualisé avec l'acheteur. Et puis vous avez aussi le choix de répondre soit seul, soit en groupement et de faire appel à un ou plusieurs sous-traitants qui sera contractualisé directement avec vous en tant que candidat ou en tant que titulaire du marché. Et donc, du coup, les obligations et les responsabilités sont différentes. Et c'est justement là-dessus qu'on va faire le focus aujourd'hui. C'est vraiment raisonner en termes de responsabilité et d'enjeux pour faire le bon choix. Et quand on fait le choix, surtout le faire en toute connaissance de cause et comment sécuriser au maximum cette collaboration. Alors, dans quel cas, dans vos métiers respectifs, vous êtes susceptible de vous grouper? Alors, il y a trois types de marchés principaux sur lesquels on a fait un focus et qui sont très spécifiques à vos métiers. Il y a par exemple le marché de conception-réalisation. Donc là, vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre des partenaires. Vous êtes souvent, en tant qu'architecte, bien entendu, le chef de file, qu'on appelle autrement le mandataire. Et vous allez proposer donc un projet et puis si votre projet est retenu, c'est votre équipe qui va réaliser la totalité de la prestation après négociation, affinage avec en général des auditions, ce qu'on appelle une négociation par audition. Dans ce type de marché, l'acheteur alors devrait systématiquement prévoir des primes parce que quand même vous avez à un moment donné un certain niveau d'engagement et un certain niveau d'études que vous auriez fait spécifiquement pour le marché, mais malheureusement c'est au bon vouloir de l'acheteur et parfois ces marchés ne prévoient pas de primes d'indemnité, on va dire, pour les candidats qui ne seraient pas retenus, même s'ils sont allés un peu loin dans l'étude. Le deuxième marché, c'est le marché global de performance. C'est sensiblement pareil que le marché de conception-réalisation. On imagine un projet. Si notre projet est retenu, on va réaliser le marché. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce marché global de performance qui est de fixer dans la proposition du projet des objectifs en termes d'atteinte de performance énergétique en général. Et vous allez être en charge aussi de la maintenance en fait de ce projet, de ce bâtiment. Et la rémunération sur les prochaines années sera assujettie à l'atteinte de ces performances, au degré d'atteinte de ces performances. Donc sur ces deux types de marchés, on comprend bien que de toute façon, le groupement est incontournable puisque vous avez besoin en tant qu'architecte, certes vous allez concevoir le projet, mais vous avez besoin de bureaux d'études, vous avez besoin d'entreprises du bâtiment, vous avez besoin d'entreprises qui seront aussi dans le service pour la maintenance, par exemple des climatisations ou des choses comme ça. Et donc, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Par contre, c'est vrai que vous pouvez créer un noyau de groupement et ensuite choisir de prendre des sous-traitants sur certaines parties du marché qui seraient peut-être un petit peu annexes. Et puis vous avez le marché de maîtrise d'œuvre ou le concours sur lequel parfois vous pourrez vous positionner tout seul si vous avez l'ensemble des compétences nécessaires, mais souvent vous avez besoin aussi de vous grouper avec un bureau d'études ou avec un autre cabinet d'architecture, pourquoi pas, pour proposer une offre parfaitement adaptée. Et donc dans ces cas-là, c'est vraiment ce qu'on dit, être ensemble en fait, on est plus fort. Et ensemble, on répond mieux aux besoins et donc vous mettez toutes vos chances de votre côté. Alors, je vous disais juste avant qu'en fait, l'enjeu majeur du groupement ou de la sous-traitance,
c'est les liens contractuels et surtout les liens de responsabilité qui vont intervenir entre chacun des acteurs du contrat. Dans le premier cas, donc dans la première colonne ici, nous sommes donc dans le cas d'un groupement, donc avec un architecte, un bureau d'études et deux bureaux d'études, pardon. L'architecte est un des co-contractants du maître d'ouvrage, donc ici les flèches sont les liens contractuels qui unissent chacun des acteurs. Et dans ce cas précis, donc l'architecte est le mandataire, donc on reviendra sur le rôle du mandataire, mais globalement c'est le coordinateur du marché et le point d'entrée unique du maître d'ouvrage. S'il y a des questions qui doivent se poser sur l'organisation du contrat, eh bien, elles sont toutes écrites dans le contrat initial, en l'occurrence le marché public, si on parle de marché public, ou le marché privé, puisque bien sûr, cette méthode de positionnement peut fonctionner sur du privé aussi, mais c'est vrai que peut-être les pièces sont moins claires au départ. Donc là, si on se positionne sur le marché public, eh bien, vous avez le CCAP, le CCTP, le CCAG, tout ça qui va régir l'ensemble des clauses du contrat, des obligations et des droits de chacun des participants. Donc, il n'y a pas de contrat spécifique complémentaire à faire entre le maître d'ouvrage et les co-traitants. Chacun est co-signataire du marché, donc oui. Ce que tu nous dis, en fait, si je comprends bien, c'est en fait le CCTP va régir les responsabilités qu'il y a le groupement avec le maître d'ouvrage. Mais les responsabilités qu'ont les co-traitants entre eux, comment on va les régir? Alors justement, j'allais y venir. Donc c'est vrai que ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de contrat complémentaire puisque tout est écrit. Par contre, en effet, Frédéric, il y a quelque chose qui n'est écrit nulle part, c'est le fonctionnement du groupement. Donc en fait, quels sont les rôles et responsabilités de chacun vis-à-vis des autres? Et là, on est sur une notion de droit privé, de droit de collaboration commerciale, on peut l'appeler comme on veut. Et effectivement, on va partir du principe que c'est un peu comme des conditions générales de vente. Si rien n'est écrit, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Donc le conseil ultime, vraiment le conseil qu'on peut vous donner dans ce genre de fonctionnement, c'est vraiment d'écrire les règles. Alors vous pouvez dire, par exemple, que le mandataire sera en charge de ça, 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 vous listez, sachant que c'est un contrat privé dans lequel vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez, mais il faut prévoir les modalités en cas de souci, par exemple s'il y a des pénalités qui sont appliquées sur l'un des membres du groupement, comment ça va se passer. Et puis on va voir juste après, selon la forme du groupement que vous aurez choisi, l'impact peut être plus ou moins étendu sur les autres membres du groupement. Donc il est très important de noter les règles entre vous pour savoir, en cas de souci, comment ça va fonctionner. Parce que tant que tout va bien, il n'y a rien à dire. C'est quand ça va pas en général que les choses se gâtent. Ensuite, eh ben, c'est un peu le même principe si vous décidez de faire appel à un sous-traitant, que vous soyez titulaire unique du marché ou que ce soit le groupement, qu'on soit bien d'accord, dans le cas d'une réponse en groupement, c'est bien le groupement qui est titulaire du marché et le groupement est composé à l'intérieur de plusieurs entités, mais c'est bien le groupement. Et donc le groupement ou le titulaire unique peut faire appel à des entités, à d'autres opérateurs économiques et sous-traiter une partie, je dis bien une partie de son marché. Mais dans ces cas-là, on voit bien dans les flèches qui sont représentées ici, plus j'ai écrit, je ne vais pas écrire, que le contrat, il est bien lié avec le ou les titulaires du marché. Il n'y a aucun lien de contractualisation entre le sous-traitant et le maître d'ouvrage signataire du contrat initial. Donc, de la même façon, il est indispensable, quand vous faites appel à un sous-traitant, de rédiger un contrat de sous-traitance qui va avoir un caractère écrit et qui va déterminer toutes les obligations du sous-traitant, ses droits aussi, mais aussi et surtout ses obligations en termes de délai, en termes de résultats, en termes de moyens de sécurité, etc. Parce que si vous n'écrivez rien, le sous-traitant, en fait, n'a aucune obligation envers le maître d'ouvrage et quelque part, il fait ce qu'il veut. Et donc, s'il veut réaliser hors des délais, il peut. S'il veut se balader sur le chantier sans règle de sécurité, quelque part, il peut. En tout cas, vous ne pourrez rien pour le contraindre à faire autrement. En revanche, s'il y a un contrat écrit, et je ne parle pas de la déclaration de sous-traitance, hein. La déclaration de sous-traitance, c'est juste une information comme quoi vous avez un sous-traitant, mais ça ne régit en aucun cas
les obligations qu'aura le sous-traitant envers vous. Par contre, la déclaration de sous-traitance, Virginie, est obligatoire. On doit déclarer le sous-traitant au maître d'ouvrage. Absolument. Alors, la déclaration du sous-traitant, c'est obligatoire dès le premier euro. Par contre, donc même si c'est voilà, si vous sous-traitez une toute petite partie, vous êtes obligé de déclarer le sous-traitant. Et dès lors que la partie que vous sous-traitez atteint 600 euros TTC, vous serez obligé aussi de faire une délégation de paiement, c'est-à-dire un paiement direct obligatoire par le maître d'ouvrage. Et ça, c'est ce que vous indiquez dans le DC4. Alors, Baptiste nous demande, peut-on être sous-traitant dans une offre et co-contractant dans une autre pour un même appel d'offres? Alors justement, effectivement, il y a des règles qui régissent les réponses aux appels d'offres et qui, globalement, ne doivent pas faire en fait, pas concurrence déloyale, c'est pas ce que je vais appeler ça comme ça, mais en tout cas, il y a certaines règles de libre concurrence qui doivent être respectées et effectivement, l'acheteur pourrait interdire au candidat de répondre sous plusieurs formes. Par contre, sous-traitant dans une offre et co-traitant dans une autre offre, à mon sens, c'est tout à fait réalisable. Ce que l'acheteur peut vous interdire, c'est d'être co-traitant dans plusieurs groupements, voire mandataire dans plusieurs groupements. En revanche, sous-traitant, quelque part, vous n'êtes même pas obligé d'apparaître dès le départ. Vous pouvez être sous-traitant on va dire pas forcément déclaré dès le départ et être déclaré qu'en cours de marché. C'est aussi ça la différence fondamentale. Alors justement, le groupement d'entreprise, donc ou la co-traitance ou le groupement d'études, donc c'est la faculté pour des opérateurs économiques, ici on parle de cabinets d'architectes, de bureaux d'études ou même d'entreprises du bâtiment, qui vont répondre conjointement ensemble, donc du coup à un appel d'offres et qui vont mutualiser, donc vraiment consolider leurs capacités financières. Donc ça veut dire que 3 entités qui ont un chiffre d'affaires de 200 000 euros par exemple vont faire une seule et unique entité qui présentera un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Mais ça va mutualiser aussi leurs capacités techniques, si elles ont des certifications, des habilitations, tout ça, ça rentre dans le pot commun du groupement. Et ça permet à l'acheteur donc d'évaluer le candidat comme étant une seule et unique entité qui possède l'ensemble des capacités. Le groupement se constitue obligatoirement au stade du dépôt des candidatures. Une fois que vous avez déposé votre offre, vous ne pourrez plus modifier le groupement, vous ne pourrez pas rajouter de co-traitants et vous ne pourrez pas non plus retirer de co-traitants, sauf dans un cas particulier dont on va vous parler juste après. Si vous devez ensuite modifier, enfin rajouter un partenaire, il sera obligatoirement sous-traitant, il ne pourra pas rentrer dans la co-traitance. Alors, vous avez 2 formes de groupement. Vous avez le groupement conjoint dans lequel chaque membre du groupement, chaque bureau d'études, chaque cabinet est responsable uniquement de la partie qu'il va réaliser. Donc c'est une responsabilité technique et financière, bien entendu, ce qui n'empêche pas que le groupement dans son ensemble, éthiquement, j'ai envie de dire, s'engage à réaliser la totalité de la prestation, mais si vraiment il y a des litiges qui vont assez loin, eh ben a priori, chaque co-traitant ne peut pas être co-responsable de l'exécution de la prestation d'un autre co-traitant qui serait en groupement conjoint. Petite particularité, il se peut que dans le groupement conjoint, et c'est souvent ce qui est demandé par les acheteurs publics d'ailleurs, que le mandataire, et uniquement le mandataire, lui soit solidairement responsable. Donc dans ces cas-là, s'il y a un problème avec l'exécution d'une partie du marché, l'acheteur va d'abord bien évidemment chercher la responsabilité du co-traitant qui est responsable, et s'il n'arrive pas à avoir gain de cause, il pourra juridiquement se retourner vers la responsabilité solidaire du mandataire. Mais les autres membres du groupement ne seront jamais inquiétés dans ce cas-là. Je vous avoue que le groupement conjoint, souvent, n'est pas forcément le mode de groupement préféré des maîtres d'ouvrage, puisque vous comprendrez qu'il peut se retrouver à un moment donné avec un marché en partie réalisé et du coup sans forcément d'option pour se retourner juridiquement vers le groupement. Il y a une autre forme de groupement qui est le groupement solidaire, dans lequel en fait chacun est responsable de la totalité du marché. On a toujours un mandataire qui va coordonner, mais le mandataire dans ce cas-là n'est pas plus responsable que les autres.
chacun est responsable de la totalité du marché sur toute la période d'exécution, période de garantie inclus. Ça veut dire que sur la construction d'un bâtiment, lorsqu'il y a une décennale qui rentre en œuvre, et bien pendant les 10 ans après la livraison du bâtiment, le groupement est juridiquement responsable de tout ce qui va se passer dans la vie du bâtiment. Alors, il est évident que selon la taille des cabinets, selon les répartitions des prestations de chacun, eh bien, il sera plus confortable de se positionner en groupement conjoint qu'en groupement solidaire, mais parfois, vous n'aurez pas le choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le groupement est par principe libre, c'est-à-dire qu'un donneur d'ordre ne pourra jamais ni imposer à des candidats de se présenter en groupement, ni l'interdire. Cependant, ça, c'est un petit peu utopique, puisque dans les marchés qu'on a vus, par exemple, de conception-réalisation, certes, on ne vous impose pas un groupement, mais il est impossible de se positionner autrement qu'en groupement. Ou alors, il faut avoir un cabinet qui regroupe l'ensemble des capacités et l'ensemble des corps de métier. Et ça, je ne suis pas certaine que ça existe, peut-être, mais en tout cas, j'en suis pas certaine. Ensuite, l'acheteur ne peut pas vous imposer une forme de groupement, on ne peut pas vous imposer d'entrée de jeu de faire un groupement solidaire. Par contre, il est tout à fait possible de noter, en cas de réponse en groupement, le pouvoir adjudicateur préférera un groupement solidaire et pourra contraindre le groupement à modifier sa forme s'il a répondu autrement. Donc en fait, dans les faits, il vaut mieux, si vous avez une mention comme celle-ci, l'acheteur préférera un groupement solidaire, eh bien, proposez-vous directement en groupement solidaire, puisque vous avez 99% de chances que de toute façon, au moment de la signature du marché, l'acheteur vous impose la modification du groupement en solidaire, donc autant faire ce qu'il veut au départ. Donc le point commun donc au groupement, c'est de désigner un mandataire, et justement, donc par rapport à ce que nous disait Baptiste, c'est ici qu'on note que le pouvoir public peut interdire au candidat de présenter une offre en tant que candidat individuel et en plus membre d'un ou plusieurs groupements. Par contre, rien n'est indiqué concernant donc la sous-traitance, puisque quand vous êtes sous-traitant, vous n'êtes pas co-contractualisé directement avec l'acheteur. A priori, il n'y a aucun souci de se positionner comme ça. Vous pouvez même être candidat individuel d'un côté et sous-traitant d'une autre entité de l'autre. A priori, ça ne pose pas de souci, puisqu'il n'y a pas de lien juridique entre vous et l'acheteur public quand vous êtes sous-traitant. Alors justement, ce fameux mandataire, donc ce mandataire, il est obligatoirement nommé dans la constitution d'un groupement, c'est le chef de file, c'est le coordinateur du groupement, et dans le cas de vos marchés, en général, c'est vous, architecte, qui êtes le chef d'orchestre, de toute façon, du groupement. C'est vous qui allez assister aux réunions, c'est vous qui centralisez les demandes d'information, et puis si vous êtes solidaire, donc si vous avez été désigné comme habilité A, vous allez, vous seul, signer l'ensemble des pièces du marché et vous allez engager par votre seule signature l'ensemble des membres du groupement. Donc c'est vrai que le fait d'être mandataire, ça nécessite un petit peu plus de travail, donc il est tout à fait possible, dans cette fameuse convention de groupement dont on vous parlait tout à l'heure, convention de collaboration, de prévoir éventuellement une rémunération complémentaire pour le mandataire qui va avoir un peu plus de responsabilité, un peu plus de travail administratif dans tous les cas. Et il faut savoir que le mandataire est solidaire, donc il est nommé comme étant représentant juridiquement habilité du groupement. Il peut même faire des actions en justice au nom du groupement sans pour autant demander l'avis des autres co-traitants. Alors, je lis la question de Marie passée sur le slide suivant. Est-ce que ça peut être une solution lorsque le maître d'ouvrage impose au BET de ne candidater que dans une seule équipe? Oui, en fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas être membre de plusieurs groupements, je pense. La sous-traitance. Oui, tout à fait, c'est ça en fait. Effectivement, les maîtres d'ouvrage empêchent de candidater dans plusieurs équipes dans les faits. Et du coup, vous seriez sous-traitant. Mais encore une fois, la sous-traitance, vous n'êtes pas co-contractualisé, c'est-à-dire que celui qui va vous confier une partie de la mission en sous-traitance a le choix, c'est ce qu'on va voir après, soit effectivement de vous déclarer dès le départ, mais du coup, vous n'êtes pas membre de plusieurs groupements et ça ne pose pas de souci juridiquement, vous serez pas évincé,
Ou l'autre choix, c'est de ne pas parler de vous et de vous déclarer en tant que sous-traitant une fois qu'il a le marché. Ça, c'est tout à fait réalisable aussi. Mais encore une fois, on est sur des liens juridiques. Effectivement, le fait d'être dans plusieurs groupements, ça veut dire que vous jouez plusieurs fois sur le même marché. Vous proposez plusieurs offres sur le même marché. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut imaginer que on dit, bah, c'est vrai que si vous jouez 5 fois dans 5 groupements différents, vous êtes sûr de gagner à tous les coups. Et c'est un peu contraire au principe de bonne pratique, on va dire, de la concurrence. Par contre, si vous êtes sous-traitant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sous-traitance, c'est quelque chose de très volatile. Vous pouvez tout à fait présenter un sous-traitant au moment de la réponse et puis travailler avec un autre pendant l'exécution du marché. C'est la raison pour laquelle, et ça, je vais répondre du coup à votre dernière phrase, Marilyn, c'est la raison pour laquelle, en fait, le choix entre sous-traitant et co-traitant va se faire dans la valeur, en tout cas dans l'exigence technique de la partie tombée à ce partenaire-là. Si c'est une exigence qui est primordiale pour le marché, je ne sais pas, par exemple, un bureau d'études sur, je vais vous dire n'importe quoi, sur des fluides, par exemple, mais qui a une partie primordiale dans le cahier des charges et que vous présentez ce partenaire, ce bureau d'études, en vous appuyant sur ses capacités, ses références, le niveau d'études de ses ingénieurs, etc. Si vous vendez vraiment les qualités de ce candidat-là, et qui n'est du coup pas forcément interchangeable, eh bien là, il n'y a pas d'autre choix. Il faut absolument que vous le présentiez en tant que co-traitant, puisque l'acheteur va acheter la qualité de ce partenaire. Et s'il l'achète, il faut qu'il soit sûr de l'avoir. Donc, en co-signant avec lui dans le cadre d'un groupement, il sera sécurisé. Par contre, si vous présentez ce même partenaire en tant que sous-traitant, l'acheteur n'a aucune garantie que ce soit ce partenaire-là qui va travailler pendant l'exécution du marché. Vous avez tout loisir de modifier le contrat de sous-traitance, de changer de partenaire, de finalement utiliser, entre guillemets, faire travailler un autre cabinet qui aurait moins de capacité. Et dans l'évaluation qualitative de votre offre, vous risquez d'être dévalué au niveau des points. Donc après, voilà, l'enjeu est sur, je me mets à la place de l'acheteur, est-ce que je serais rassuré d'avoir cette entité en tant que sous-traitant ou en tant que co-traitant? Il faut arriver à peser le pour et le contre sur ce paramètre-là. Pour revenir donc au cas du mandataire, donc dans tous les cas, il représente, il coordonne, il centralise la gestion du marché, etc. Dans le cas, Frédéric, tu as une question peut-être, non? Non? Non, pas du tout. Non, pardon. Dans le cas du mandataire qui serait solidaire, donc il faut, quand on prend la tête d'un groupement et en tant que mandataire solidaire, et je dois vous avouer que dans 99% des cas, à minima, le mandataire sera solidaire. Il faut bien comprendre que la solidarité, c'est une solidarité financière et que si c'est un groupement, là, dans le cas des groupements solidaires, en fait, l'acheteur pourra, en cas de litige, aller chercher la responsabilité de n'importe quel membre du groupement. Alors, bien sûr, en point d'entrée, comme il a le mandataire, eh ben, il va aller chercher la responsabilité du mandataire, mais si on va plus loin dans l'idée d'un procès ou de quelque chose d'un recours d'un recours juridique, eh bien, devant le juge, il y aura un représentant de chacun des membres du groupement puisque chacun va être co-responsable solidairement et de la totalité du marché. Alors, quelque part, c'est plus confortable pour le mandataire qui ne se retrouve pas tout seul devant la barre, mais il faut bien prendre en considération ceci. Alors, quand on parle de soucis, c'est quoi? Ça va être par exemple une mauvaise exécution, ça va être un événement donc du coup dans la vie du marché, ou ça peut être tout simplement des pénalités de retard ou des choses comme ça. Donc ça, il faut bien comprendre, et d'où l'importance fondamentale de mettre en place un contrat qui va régir justement les modalités de gestion des litiges. C'est bien le mandataire qui va être le point d'entrée, mais après, si vous n'écrivez pas que le mandataire répercutera la pénalité sur le membre du groupement responsable, eh bien, le membre du groupement responsable peut très bien dire non, nous sommes solidaires, tout le monde paye. Bon, après, c'est sûr qu'il faut savoir avec qui on s'allie aussi. En cas de groupement conjoint, c'est ce que je disais tout à l'heure, les autres membres du groupement qui ne sont pas mandataires ne seront jamais poursuivis pour quoi que ce soit. Si en cours de marché, il y a
une entité un opérateur défaillant, eh bien, les autres membres du groupement ne seront pas impactés, si ce n'est que dans la réalisation pardon, du marché, il va manquer un morceau, peut-être, mais du coup, on prendra éventuellement un sous-traitant pour le remplacer, c'est pas un souci. Par contre, c'est le mandataire qui devra s'occuper de la recherche du sous-traitant et c'est le mandataire qui devra vraiment prendre les dispositions nécessaires, maximum un mois après la défaillance du co-traitant. Et puis, si jamais il n'y a pas de solution, si on n'arrive pas à trouver de solution avec le mandataire défaillant, avec le co-traitant défaillant, ce sera le mandataire qui prendra la responsabilité, encore une fois, pleine et entière. Cette responsabilité, elle vient sur l'exécution du marché, mais elle vient aussi sur tout ce qui est obligation vis-à-vis des règles du travail. Donc, à vous de vérifier que tous les membres du groupement et les sous-traitants, bien entendu, respectent bien les règles de sécurité, les règles de déclaration, tout simplement des salariés, les règles de paiement des cotisations sociales, etc. Donc, c'est vraiment une solidarité financière totale sur l'ensemble de l'activité et pas forcément justement du coup que sur ce marché. Alors la modification du groupement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la sous-traitance qui est beaucoup plus volatile. Donc le groupement, il est constitué à la candidature et à partir du moment où la date et heure de dépôt des offres est atteinte, vous ne pourrez plus modifier quoi que ce soit. Si entre le moment où vous déposez votre offre et le moment où le marché est signé, en tout cas vous êtes désigné titulaire du marché, eh bien il y a un membre du groupement qui est en liquidation judiciaire. Le mandataire par exemple, pourra demander l'autorisation au maître d'ouvrage de continuer sans ce partenaire-là. Et c'est le maître d'ouvrage qui fera le choix si oui ou non il accepte que ce partenaire soit remplacé par par un sous-traitant pour le coup et non pas par un nouveau co-traitant, ou s'il accepte que la réalisation de la tâche puisse être répartie, si c'est possible techniquement, sur les membres du groupement qui restent. Si l'acheteur considère que ce partenaire-là était essentiel dans l'évaluation de l'offre, eh bien vous serez disqualifié et le choix se fera du coup sur celui qui arrive en deuxième position. Si cette liquidation intervient ou cet empêchement de réaliser la prestation intervient en cours de marché, il faut savoir que le co-traitant qui sort du marché reste juridiquement lié jusqu'à la fin de l'exécution, y compris dans ce que je vous disais, période de garantie inclus. Alors, dernier point donc sur la sous-traitance, donc qui est vraiment différente, c'est la faculté de confier une partie du marché sous sa responsabilité à un opérateur économique, donc on appelle un sous-traitant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment ça. 100% de la responsabilité de ce que réalise le sous-traitant repose sur son donneur d'ordre direct, donc en général le titulaire du marché, donc qui peut être soit un candidat individuel, soit un groupement d'entreprises. Donc si vous n'écrivez pas ces obligations, vous allez donc de toute façon être obligé de réparer les éventuels préjudices ou pénalités subis, et si vous n'avez rien écrit, vous ne pourrez pas vous retourner contre votre sous-traitant. Alors, qui peut déclarer un sous-traitant? Donc, un candidat ou un titulaire de marché, donc le bureau d'études individuel ou le groupement bureau d'études, architecte, etc. peut déclarer un sous-traitant, soit au moment de la réponse, soit à n'importe quel moment, pendant l'exécution du marché, à condition. Donc, il peut le faire intervenir à condition de... Alors, Frédéric, j'ai un écho. Tu as dû changer quelque chose sur le micro. Non, écoute, j'ai rien changé. Tout à coup, j'ai un écho que j'avais pas tout à l'heure. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc en fait, vous pouvez faire intervenir votre sous-traitant à n'importe quel moment, à condition bien sûr de le déclarer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au travers d'un document DC4, et d'avoir obtenu l'accord soit tacite, soit express du maître d'ouvrage. Accord express, il le fait donc par retour de votre demande d'agrément du sous-traitant. Accord tacite, on considère que si sous 21 jours, le maître d'ouvrage n'a pas donné son accord express, ça veut dire qu'il accepte tacitement l'intervention de votre sous-traitant. Donc, obligation de faire une délégation de paiement, donc un paiement direct à partir du moment où vous avez déclaré le sous-traitant pour au moins 600 € TTC, et ça, ce n'est pas dérogeable dans les marchés publics. Dans les marchés privés, vous pouvez remplacer par une caution
et donc du coup payer directement le sous-traitant. Mais dans les marchés privés, c'est le paiement direct obligatoire. Concernant les points de vigilance et du coup ce qu'il faut retenir entre les différences, les avantages et inconvénients, on va dire, de la co-traitance et de la sous-traitance, c'est qu'en cas de groupe, l'avantage c'est que vous allez être plus fort, vous allez avoir une mutualisation, encore une fois, des moyens et compétences qui va permettre de candidater en étant beaucoup plus performant sur la réponse globale que vous apportez au maître d'ouvrage. Vous avez une co-responsabilité du marché, qu'on soit en groupement conjoint ou en groupement solidaire, et du coup, vous n'êtes pas seul dans le bateau. Encore une fois, faut-il choisir les bons passagers que vous embarquez avec vous aussi. Et pour le maître d'ouvrage, c'est quand même, ça va le rassurer puisqu'il a une seule entité, un seul interlocuteur pour réaliser la totalité du marché. Et quand vous répondez donc en groupement de cabinet, donc en co-traitance, vous êtes co-contractualisé avec l'acheteur. Ça veut dire que vous serez sûr de facturer la partie du marché qui vous incombe et vous êtes sûr que ce sera vous qui travaillerez et qu'on ne va pas interchanger avec un autre partenaire en cours de marché. Le point de vigilance majeur, c'est de bien garder en tête qu'une fois que vous avez déclaré dans le DC1 que vous êtes en groupement et que vous avez déposé votre candidature dans cette forme-là et que la date limite des offres est atteinte, c'est terminé, vous ne pourrez plus rien changer. S'il y a quoi que ce soit qui se passe dans la vie du groupement dans le cours d'exécution du marché, vous vous disputez, vous avez un problème technique, financier, ce que je ne sais quoi, vous serez juridiquement engagé jusqu'à la fin de vie du marché. Période de garantie inclus, je le rappelle une troisième fois. Concernant la sous-traitance, il y a beaucoup plus de flexibilité. Donc ça, on va dire pour les entités qui vont faire appel à un sous-traitant, on peut l'appeler à n'importe quel moment, on peut changer de sous-traitant si jamais ça se passe pas bien, on peut le déclarer au moment de l'exécution, au moment de la candidature ou pendant l'exécution du marché. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité. Ça permet de garder aussi, quand on est titulaire d'un marché, 100% donc de la facturation du marché. Donc en fait, on gonfle son offre et on gonfle aussi du coup artificiellement son chiffre d'affaires en gardant 100% de la responsabilité du marché. Et puis l'avantage d'un sous-traitant, c'est que si vous n'aviez pas prévu certaines choses à un moment, que vous avez un surcroît d'activité ou je ne sais quoi, ça vous permet de pallier donc à ce surcroît de façon plutôt ponctuelle. L'inconvénient, c'est que le sous-traitant, n'a aucune obligation envers le maître d'ouvrage et que si on rappelle que vous avez 100% de la responsabilité du marché, eh bien, vous avez 100% des risques aussi. Il faut, si vous prenez un sous-traitant, également que votre assurance professionnelle couvre les parties qui sont exécutées par le sous-traitant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, il faut surtout penser à bien faire un contrat qui va régir les droits et obligations du sous-traitant, surtout ses obligations. Ça, c'est primordial. Et concernant l'évaluation de votre offre technique par le maître d'ouvrage, ce que je disais tout à l'heure, si vous présentez quelqu'un qui a une spécificité fondamentale pour le marché en tant que sous-traitant, vous prenez le risque que ça ne rassure pas l'acheteur et que du coup, votre offre ne soit pas prise en considération de la façon la plus qualitative possible par rapport à une autre offre qui serait présentée par exemple avec un même partenaire mais en tant que co-traitant. Et pour terminer, comme ça nous laisse la place vraiment aux questions, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est dense et qui peut même faire l'objet d'une journée complète de formation. Donc en 45 minutes, c'est difficile de tout balayer. Donc concrètement, ça se passe comment quand vous vous déclarez en tant que sous-traitant? Vous allez remplir un DC1. Le DC1 suffit à déclarer le sous-traitant. L'avantage d'aujourd'hui, c'est que le DC1 ne se signant plus, seul finalement le mandataire peut remplir le DC1 et puis vous joindrez une lettre d'habilitation au moment de la signature du marché, confirmant que oui, chacun est bien d'accord pour participer au marché et surtout donner habilitation, si c'est le cas, au mandataire pour signer le marché à votre place. Ensuite, chacun va devoir fournir des informations concernant ses capacités techniques et financières, donc le DC2 et puis toutes les informations qu'on pourrait y annexer. Le conseil que je vous donnerai, parce que là, il faut vraiment penser partenariat, c'est d'essayer de faire un dossier de capacité qui montre que vous êtes en mesure de travailler en équipe. Ça veut dire que
Alors, je sais que c'est très difficile parce que souvent vous faites ça de façon un petit peu dans l'urgence et que parfois vous n'avez pas toujours les mêmes partenaires. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec les mêmes partenaires, essayez d'avoir une charte graphique commune. Si vous présentez des CV, essayez de les présenter sous la même forme. Si vous présentez un document de présentation des capacités, essayez d'avoir une charte graphique commune avec des logos, avec tous vos logos sur la page de garde. Ça permet de rassurer l'acheteur quant à vos capacités à travailler en équipe. On est vraiment sur cet enjeu-là. Chacun va fournir ses attestations fiscales et sociales et chacun, bien entendu, va fournir ses attestations d'assurance professionnelle. Par contre, concernant l'offre technique, comme on est bien d'accord sur le fait que ce soit le groupement qui candidate, eh bien, il n'y aura qu'un mémoire technique, il n'y aura qu'une offre tarifaire et il n'y aura qu'un seul acte d'engagement qui sera soit signé uniquement par le mandataire s'il est habilité, donc s'il est solidaire, soit signé par chacun des membres du groupement si le mandataire n'est pas solidaire. Concernant les pièces relatives à une sous-traitance, donc en cas de déclaration du sous-traitant, donc vous allez devoir remplir un DC4. Ça, c'est le formulaire réglementaire. Donc, je vous conseille, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris de sous-traitant, d'aller retélécharger sur le site de la DAJ le dernier DC4 qui est sorti en juillet 2017, qui a des nouveaux paragraphes. Ensuite, vous allez quand même donner quelques informations sur les capacités de votre sous-traitant concernant ses capacités, surtout techniques et professionnelles. En fait, ses capacités financières n'ont pas tellement d'importance, mais donner ses références, rassurer l'acheteur sur ses capacités à réaliser la partie du marché que vous lui confiez. Vous allez fournir ces attestations fiscales et sociales. Alors, l'acheteur, souvent, il n'en a pas tellement besoin, mais c'est surtout pour vous, puisque, comme encore une fois, vous êtes responsable de votre sous-traitant, eh bien, s'il ne paye pas ses cotisations sociales et fiscales, s'il n'est pas à jour de ses obligations, eh bien, l'URSSAF ou autre organisme de contrôle pourrait venir chercher votre responsabilité sur le paiement des arriérés des cotisations. Donc, soyez prudent à qui vous faites travailler. Et puis, récupérez aussi son attestation d'assurance professionnelle, puisque même si, encore une fois, le maître d'ouvrage ne vous l'exige pas tout le temps, parce que lui, ça ne le concerne pas plus que ça, dans la mesure où c'est vous qui êtes responsable, eh bien, ça concernera votre propre assurance, car s'il y a un problème, c'est votre assurance qui va se retourner contre celle de votre sous-traitant. Mais si vous vous rendez compte a posteriori qu'en fait, il n'en a pas, ça peut poser beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on pouvait vous dire dans les grandes lignes pour sécuriser au maximum vos candidatures en équipe. Ça a beaucoup d'avantages. Ça peut avoir, si ça se passe pas très bien, quelques inconvénients. Le tout, c'est effectivement de prévoir quelque part, pas le pire, mais de prévoir effectivement les modalités de fonctionnement. Et surtout, je crois, ça reste primordial, comme dans toute association, bien choisir les partenaires sur qui on s'appuie pour présenter sa candidature. J'ai terminé pour ma part. Frédéric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et puis n'hésitez pas à poser des questions. On a encore quelques minutes sans aucun problème devant nous. Eh bien, écoute Virginie, merci beaucoup pour ces précisions. Moi, je pense que j'ai tout compris. Est-ce que quelqu'un a des questions? Nous répondrons volontiers aux questions. Alors, Guillaume me pose une question, a priori, enfin en tout cas écrit, peut-être pas pour poser de questions. Alors, sinon, j'en profite pendant que quelqu'un pose une question pour vous rappeler donc les prochains webinaires. Le vendredi 20 octobre, spécial archi, bureau d'études, effectivement. C'est la démarche globale, Virginie, pour expliquer j'allais dire trucs et astuces, non, mais pour expliquer un peu les stratégies en base, fait. Les stratégies, c'est ça, les stratégies qu'on peut mettre. Oui. Absolument. En fait, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie d'amélioration, une stratégie commerciale et un process d'amélioration continue pour optimiser ses chances de réussite, tout simplement. Tout à fait. Et puis après, donc en novembre et décembre, deux autres conférences, webinaires sur les marchés publics, toujours. Alors, il y a une faute de frappe, c'est le décret 2016 et l'ordonnance 2015, mais c'est bien sur les nouveaux textes qui sont sur les nouvelles règles. Alors, le sous-traitant a-t-il une responsabilité décennale ou tout est reporté sur le donneur d'ordre? Alors, en fait, c'est ce que je vous disais, si vous faites intervenir un sous-traitant sur une partie, effectivement, qui est soumise à décennale,
Il faut qu'il ait sa décennale, mais il faut aussi que votre assurance couvre l'intervention du sous-traitant. Et en cas de problème, c'est, j'ai envie de dire, votre décennale qui va intervenir en priorité et qui va probablement déclencher celle du sous-traitant aussi. Mais ça, après, c'est des histoires d'assurance. En tout cas, vis-à-vis du donneur d'ordre initial, c'est bien l'assurance du titulaire du marché, donc de son contractant direct, qui va devoir être mise en œuvre. Oui, alors le support, donc Frédéric, donc je crois qu'à la fin, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, c'est ça? Tout à fait. À la fin, une fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez télécharger les supports tout en bas de la page. Et de toute manière, nous allons vous envoyer un mail avec le support en pièce jointe aussi. Alors, en réponse à Eve, c'est tout l'avantage du groupement, c'est qu'effectivement, la capacité financière, c'est bien celle du groupement dans sa totalité qui va être mise en œuvre. Donc, je vous conseille, si chacun, de toute façon, chacun va donner son DC2 avec son chiffre d'affaires, je vous conseille d'y rajouter à minima une page avec le chiffre d'affaires consolidé du groupement, parce que ça permet aux petites structures d'aller chercher des marchés qui sont bien plus gros et beaucoup trop gros pour elles. Ça permet aux structures qui sont très jeunes et qui n'ont pas encore de recul par rapport à leur chiffre d'affaires de valoriser, de se positionner quand même parce qu'elles bénéficient des capacités financières des autres partenaires. Alors que si vous êtes dans une stratégie de sous-traitance, c'est uniquement les capacités financières du candidat unique ou groupement, peu importe, qui va être prise en compte, mais en aucun cas les capacités, c'est dur à dire, financières du sous-traitant. Avez-vous d'autres questions? Bon, encore une fois, voilà, c'est un vaste sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est protégez-vous, gardez en tête que vous avez un contrat qui est très clair et très bordé entre le maître d'ouvrage et les signataires du marché et toutes les autres, toutes les autres collaborations qui devraient intervenir donc dans le cadre de ces partenariats, c'est uniquement couvert par du droit privé et c'est de la collaboration commerciale. Et si, encore une fois, vous n'avez fait aucun contrat, il n'existe aucune règle. Et à la fin, c'est celui qui aura le meilleur avocat, de toute façon, qui aura gain de cause. Donc, protégez-vous via des contrats. Appuyez-vous sur des juristes, des avocats, à minima pour le premier contrat de partenariat que vous allez mettre en œuvre. Et puis, voilà, après, on ne peut pas tout prévoir, c'est certain, mais avoir un minimum de cadre, je pense que c'est indispensable. C'est ce qu'on appelle du développement durable, d'ailleurs. Ça fait partie du développement durable que de sécuriser ces contrats. Et ça, on en reparlera. Tiens, est-ce qu'on a un webinaire sur la RSE prochainement, d'ici la fin de l'année? En 2017, non, on n'a pas prévu de webinaire sur la RSE. Par contre, en 2018, on aura des webinaires sur la responsabilité sociétale, effectivement, qui de plus en plus est importante pour le choix des maîtres d'ouvrage. Ouais. Tout à fait. Sécuriser son développement grâce à la RSE et valoriser donc ses compétences. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, j'en avais une, mais le lien vers le blog a répondu à mes questions. Bah, c'est parfait. Quelle était votre question, Baptiste? Peut-être que ça peut intéresser d'autres. Bonjour Christian, j'espère que tout va bien. Bah, écoutez, on s'enverra un petit mail pour que vous me donniez des nouvelles de votre activité. Alors que juste pour information, j'ai travaillé avec Christian dans le cadre d'une formation il y a presque 2 ans maintenant. Il me semble que c'était fin 2015 ou peut-être ou une grosse année en tout cas. Et j'espère que la formation lui a servi. Bah, merci à tous. Merci Virginie. En attendant, donc nous restons à votre disposition pour aller plus loin, bien sûr. Si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end Virginie. Bon week-end à tous. Et puis pour certains d'entre vous, peut-être rendez-vous le 19 octobre à la formation mémoire technique ou le 1er décembre, dématérialisation sur Lyon ou sur Paris. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir tous. Merci Frédéric. Très bon week-end à tous. Merci Virginie. Passez un bon week-end à tous et à très bientôt. À très bientôt.